Bonjour et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois de novembre. Vous l'aurez moins en décalé que celle du mois d'octobre. Alors j'ai un peu rigolé en regardant certaines vidéos de sortie du mois de novembre parce qu'effectivement le mois de novembre est un mois très calme. Donc la vidéo devrait être plus courte, sauf si je repasse mon temps à discuter de tout et de rien. J'ai regardé la vidéo de Séverine, il est bien ce livre, enfin elle m'a fait rire parce qu'elle dit c'est vraiment la vidéo de la loose, parce qu'il y a des livres, elle dit je les ai mis, mais je ne les aurais pas mis en temps normaux, mais là elle dit, enfin en temps normal, mais elle dit là il y a tellement de peu de choses, je crois qu'elle a fait les deux, d'ailleurs novembre, décembre. J'ai regardé aussi la vidéo de la bibliothèque d'Emilia, c'est pareil, elle a titré où sont passées les sorties de novembre. C'est très calme. Je pense que décembre, j'ai pas regardé, mais je pense que décembre, ça va encore être pire. C'est vrai que cette année, les livres, genre les livres de l'Avent et compagnie, où vous lisez un chapitre par jour, ils les ont sortis au mois d'octobre. Hein, donc, très très tôt. Alors par contre, je pense qu'effectivement, janvier va faire mal. J'ai regardé un petit peu, j'ai pas trop vu de choses pour l'instant en janvier, mais c'est que dans 2 mois, hein, enfin plus de 2 mois. Donc voilà, c'est encore assez calme, mais je pense que janvier va faire mal. Mais voilà, en attendant, ça devrait être un petit peu plus court. Alors je vais commencer tout de suite avec une sortie du 4 novembre chez Plume Blanche, qui est Les Arcanes du Mal de Sacha Morage. C'est elle qui avait écrit La Voix de la Vengeance. Alors moi je l'avais, alors il sort en, je pense en brochet et en collector. Moi j'avais réussi à l'avoir l'année dernière, quelqu'un me l'avait pris à Mons en Belgique, parce qu'il était en avant-première. Ils font des avant-premières comme ça, Plume Blanche, mais vraiment à des très gros salons. Et voilà, j'avais réussi à l'avoir comme ça. Et ça me fait trop drôle de le voir sortir maintenant. Alors je l'ai vu aussi aux Aliénales. Est-ce qu'il y avait les... Ouais, il y avait les deux versions. Ça me fait bizarre parce que je me dis, moi ça va faire quasiment un an que je l'ai lu. J'ai lu en lecture commune avec Émilie, une copine Bousta. On l'a lu pendant les vacances de fin d'année en fait. Mais ça me fait bizarre de le voir là. Enfin bref, tout ça pour vous dire que, alors je sais plus le nom de l'héroïne, Alicia, voilà. Alice, alors on est dans un monde, alors c'est notre monde contemporain, sauf qu'il y a le voile qui s'est déchiré à plusieurs fois et qu'il y a eu des contacts avec notamment le monde des fées. Sauf que ce contact s'est pas forcément très bien passé, mais du coup il y a de la magie qui se balade un petit peu partout dans notre monde. Je ne sais pas si c'est connu, je pense que c'est connu des autres êtres humains. Et il y a des êtres humains qui, du coup, notamment ceux qui se sont, voilà, qui ont eu dans leur arbre généalogique des fées ou des faées, qui ont des pouvoirs. Alicia, malheureusement, elle a vie avec sa mère qui a, elle, des pouvoirs, mais elle, Alicia, n'en a pas. Et elle rêverait d'intégrer une académie voilà, pour ces jeunes qui ont des pouvoirs. Sa mère est tout simplement horrible. C'est-à-dire qu'elle fait des expériences sur sa fille, elle lui fait manger des trucs... et ensuite, elle prélève son sang pour voir ce que ça donne. Et ensuite, elle travaille pour le ministère voilà, qui s'occupe un peu de la magie. Je vais pas dire le ministère de la magie, mais c'est un peu ça. Et elle montre ce que son sang donne. Enfin, elle est vraiment horrible, cette mère. Et Alicia, à un moment, et en même temps, elle a interdit à Alicia de sortir parce qu'elle dit il y a encore voilà, des ruptures dans le voile et des fées pourraient t'enlever. Donc du coup, elle ne sort pas, elle est tout le temps chez elle à subir les expérimentations de sa mère jusqu'au jour où elle va décider de s'en affranchir et en même temps, voilà, pour se rendre à l'académie. Alors, c'est vrai que son coup, on se dit comment elle va faire vu qu'elle n'a pas de pouvoir. Alors, voilà, elle va s'y prendre d'une façon, tout était expliqué. Et en même temps, on sent que dans l'ombre, il y a quelque chose qui attend et que Alicia va certainement être sa proie. C'était vraiment, c'est entre le young adulte et l'adulte en fait, hein, parce que c'est quand même assez sombre. Mais vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai bien aimé l'écriture, ça se lit bien. Évidemment, l'héroïne est assez jeune, mais il y a quand même des passages très très sombres. Mais c'était un bon roman. Donc là, il existe voilà, en version, alors en version comme ça, collector, il est à 30 euros. Mais sinon, il existe aussi en version brochée. La couverture est très belle aussi. Alors Corrigan, il y a longtemps que j'en ai pas cité, mais là celui-là a pas l'air trop mal. C'est Les Nouveaux Alchimistes, tome 1, Red City de Marie-Lu. Bon, c'est vrai que Corrigan, j'en mets moins parce que c'est plus de la romantésie, mais ici, alors on parle d'alchimie. L'alchimie est l'art caché de la transformation, un pouvoir exclusif détenu par des organisations criminelles qui le commercialisent sous la forme de sable, une drogue qui transforme ceux qui la consomment en une version plus parfaite d'eux-mêmes. Dans la ville d'Angel City, l'alchimie est contrôlée par deux syndicats rivaux, Grand Central et Lumines. Mais lorsque deux amis d'enfance interviennent dans ce fragile équilibre, celui-ci ne tient plus qu'à un fil.
Fille d'une mère célibataire et démunie, Sam est prête à tout pour se frayer un chemin dans les rangs du Grand Central. Arraché à sa famille lorsqu'il était enfant pour devenir un apprenti luminesse, Harry est l'une des étoiles montantes les plus brillantes de son syndicat. Autrefois, ils auraient pu s'aimer, mais alors que les deux alchimistes s'affrontent de part et d'autre d'un conflit qui ne cesse de s'intensifier, l'ambition devient pouvoir, la loyauté devient mensonge et aucune transformation n'est assez parfaite pour qu'ils puissent tous les deux survivre à la guerre qui s'annonce. Voilà, donc c'est un tome 1. Bon, moi je vous avoue, comme c'est Corrigan, j'hésite un petit peu quand même. C'est pareil, je vais attendre de voir les avis. Ensuite, il y a 2 livres qui vont sortir aux éditions Naos, notamment un recueil de nouvelles. C'est les Mémories, anthologie des nouveaux talents young adultes. Donc vous avez différents auteurs et autrices. C'est pareil, ça sort le 5 novembre. Là, j'avoue que j'ai pas eu, Naos n'a pas contacté pour me l'envoyer, donc je peux pas vous en dire plus. Bon, c'est pareil, je pense que je vais attendre les retours de ceux qui sont des partenaires annuels, voir un petit peu ce que ça peut donner ce recueil de nouvelles. Et ils sortent aussi le 5 novembre. Alors, c'est une édition intégrale de Clones de la Nation qui, à la base, doit être en 2 tomes. Là, ils ont rassemblé les 2 tomes, et je pense, dans un beau hardback. Alors, c'est de Mawen Alix. Et je vous retrouve le résumé, ce sera quand même plus intéressant. Je pense que ceux-là, je les ai en médiathèque. Je vais peut-être les emprunter en médiathèque quand j'aurai un peu plus de temps. Nous sommes en 2045 dans un monde au bord de l'asphyxie, surveillé par des intelligences artificielles omniprésentes. Les clones sont devenus des outils d'État façonnés pour incarner les grandes figures de l'histoire. Après la fuite de 3 d'entre eux du royaume britannique, Marie découvre l'impensable. Elle est le clone de Marie Curie. Accusée de clonage illégal, son père est arrêté. Pour prouver son innocence, Marie prend la fuite, épaulée par son propre double et par sa meilleure amie. Pourchassée par les services secrets, elle découvre la terrible réalité de l'élevage des clones en Grande-Bretagne. Bon, ça a l'air intéressant. Il a eu le prix des Utopias Jeunesse en 2023. C'est vrai que j'avais déjà envie de l'emprunter à la médiathèque. Donc, manquant de temps, je ne l'ai pas fait, mais effectivement, ça a l'air pas mal. Puis bon, encore une fois, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, donc effectivement, j'ai envie d'y aller. Alors, le 5 novembre va sortir en poche. Moi, je l'ai acheté en grand format, mais je ne l'ai pas lu, mais c'est pas grave. En tout cas, là, il sort en poche, qui peut être intéressant. Donc, ça sortira au livre de poche, Nettle and Bone, Comment tuer un prince. Alors, c'est de T. Kingfisher. On est dans voilà, une sorte de conte de fées, sauf que là, l'héroïne veut tuer le prince charmant. Voilà. Il y a une histoire de poule aussi, je crois. Enfin, il y a des trucs assez rigolos dedans. C'est pour ça que ça m'avait tenté, je l'avais acheté. Mais bon, pour finir, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Il y a une lecture commune qui est organisée sur Instagram. Je vais essayer d'y participer, mais bon, pareil, il faut que je vois, parce qu'il y a plusieurs lectures communes qui vont arriver là. Et je ne retiens pas les dates, donc il faut que je vois si je... ne pas me mélanger les pinceaux et pas me retrouver avec 10 livres à lire en même temps. Toujours le 5 novembre sortira chez Vibes, qui est la collection, pardon, livre de poche de Corrigan notamment. Donc le tome 2 des Liens du Destin, Savage Bond de Djibri. Je vous en avais déjà parlé lors des dernières sorties. Voilà, on est dans un monde, alors on ne sait pas trop comment on est arrivé là. C'est un monde contemporain et on suit une héroïne qui ne veut pas former un cercle, parce que les gens forment des cercles. Et l'un d'entre eux est la pièce maîtresse de ce cercle. Elle permet aux autres de développer leur pouvoir. L'héroïne, alors je ne sais pas si je vais retrouver son prénom, ouais, c'est Oleander. Elle a fui. Bon, on comprend pourquoi dès le premier tome elle a fui son cercle, sauf qu'elle est retrouvée par... parce qu'il y a 5 hommes, je crois, qui constituent le cercle. Elle est retrouvée par l'un d'entre eux qui l'oblige à s'inscrire à la fac. Voilà, on est sur des héros quand même assez jeunes. Et puis, bon, les autres la détestent parce qu'elle a fui. Après, nous, on comprend ses raisons, on sait ce qui s'est passé. Il y a toujours des cliffhangers à la fin. J'ai lu les 2 premiers tomes, il y a toujours des cliffhangers à la fin qui sont pas mal. J'ai acheté le tome 3. Je pense que maintenant, je vais attendre qu'il sorte en poche. Mais alors, par contre, je me dis, est-ce que ça correspond encore à ce que j'ai envie de lire? Je sais pas. J'ai envie de le garder quand même. Mais voilà, il manque un world building, il manque voilà, un background, il manque voilà, un développement. On ne sait pas trop pourquoi voilà, ces cercles existent dans notre monde. Et si tout le monde est au courant, on est dans un système de harem inversé, hein, puisqu'on a plusieurs hommes pour une seule femme. Même si les 2 premiers tomes, il n'y a pas trop de smut, hein, il n'y a qu'une ou 2 scènes dans le tome 2. Il y a une scène de non-consentement qui est décriée dans le premier tome.
Mais voilà, mais je me dis, est-ce que ça va pas devenir trop de smut à un moment? Je j'ai pas envie d'aller là-dedans non plus, donc je sais pas trop. J'avoue, pour l'instant, c'est en pause, j'ai pas trop le temps de le lire, donc bah, on verra. Toujours le 5 novembre, voilà, je vous mets aussi mes suites de webtoon que j'adore lire. Sortira Une belle fille à croquer, le tome 5. Alors, c'est de Hiru et Morang. Alors, je pense que ce sont des pseudonymes, hein, ces noms, parce que voilà, il n'y a pas de nom et prénom. C'est chez Pika Webtoon, on est déjà au tome 5. J'avais commencé à lire la série. C'est sur Pocket Comics, enfin c'est une plateforme qui a fermé et j'avoue que j'aimais beaucoup parce qu'on est dans une réécriture du conte de Blanche-Neige en fait avec la méchante reine et on a notre protagoniste qui à la base vit dans notre monde contemporain et qui se retrouve réincarné dans la peau de la méchante reine et on voit Blanche et le père de Blanche et ça pose plein de questions parce que déjà quand elle est réincarnée en méchante reine en fait elle déteste pas sa belle-fille, en plus elle la trouve hyper mignonne, elle a envie d'être gentille avec elle et tout. Alors tout le monde se dit, mais attends, jusqu'ici elle était infecte avec elle, qu'est-ce qui lui arrive? Personne ne la croit, tout le monde se dit, elle prépare un mauvais coup. Donc c'est assez rigolo, mais en même temps, on va parler aussi de c'est dictat pour les femmes d'être minces, voire maigres, parce que même Blanche qui est une préado, je pense, on l'oblige enfin, elle n'a pas le droit à un bonbon, quoi. Elle ne sait pas ce que c'est un bonbon, enfin, tellement c'est dur. Et puis même l'empereur qui peut paraître un peu froid, comprend aussi sa froideur. On l'a obligé à se marier très jeune et à avoir des enfants, sauf que lui ne se sentait pas prêt à avoir des relations sexuelles et enfin, ça peut être complètement traumatisant. Enfin, lui, ça l'a complètement traumatisé. Voilà. Puis il y a un début de relation qui va se nouer entre l'empereur et son épouse, qui jusqu'ici les relations étaient tendues. Voilà. Il y a de l'humour, mais il y a aussi voilà, quelques dénonciations et vraiment c'est un webtoon que j'aime beaucoup. Alors, le 5 novembre aussi sortira au livre de poche, alors le tome 5 de All Souls, l'oracle de l'oiseau noir, pardon, de Deborah Harkness. Alors, Deborah Harkness, c'est elle qui a écrit le livre Perdu des sortilèges, que j'ai lu il y a des années de ça. Je me souviens même pas que c'était en 4 tomes. Dans mon souvenir, c'était en 3, mais c'était en 4 tomes. Je crois que je les ai tous revendus en plus. Il doit plus m'en rester un seul. On suit une jeune femme, elle sait qu'elle est descendante de sorcières, elle étudie à Oxford, mais elle ne veut pas utiliser ses pouvoirs, donc elle fait notamment énormément de sport pour ne pas que ses pouvoirs prennent le pas sur sa vie. Et ça commence, elle est dans la bibliothèque d'Oxford et elle demande à emprunter un livre, donc elle regarde le livre et tout, sauf que ce livre, il y a des tas de créatures qui veulent s'en emparer, parce que ce livre est très important et que personne ne le trouve. Et elle l'a demandé en magasin, vous savez, c'est ce qui à l'arrière des médias, enfin, des grandes bibliothèques, ils ne peuvent pas tout mettre en rayon, puis il y a des livres qui sont précieux, donc il faut demander aux bibliothécaires pour les avoir. Voilà. Et elle arrive à le trouver, donc évidemment, elle va avoir plein de monde sur le dos, et notamment un vampire plutôt sexy qui vient d'une famille riche et tout. Voilà. Donc il y a une romance qui va se développer. Ça a été adapté en série aussi avec Matthew Good. Voilà, j'ai pas vu la série, je suis pas sûre qu'elle ait été traduite en français. J'avais bien aimé, même si c'était quand même des tomes assez longs, hein. Il y a un moment où il retourne carrément dans le passé, au XVIIe siècle, ou fin 16e, début 17e, ouais, j'irais même fin 16e. Donc on retrouve des figures historiques. Voilà, et on découvre la vie à cette époque-là. Alors elle, on sait que c'est une sorcière, mais ses pouvoirs de temps en temps, ils partent en live et en même temps, les autres sorcières ne savent pas trop à quelle branche de sorcellerie la rattacher. Il ne doit y avoir aucun contact entre les différentes créatures. C'est-à-dire que là, par exemple, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre le vampire et elle, sauf qu'ils n'ont pas le droit, normalement, d'avoir de relations amoureuses ensemble. Voilà, il y a plein de carcans, mais pour toutes les créatures, et eux vont un peu révolutionner tout ça. Alors là, on va se retrouver des années après. Je ne vais pas vous en dire plus parce que ça peut être spoilant si vous n'avez pas lu la première saga. Moi, je l'ai lu il y a longtemps. C'est vrai que c'était quand même des gros pavés. Je ne suis pas sûre pour le moment d'y retourner. Bon, en tout cas, il sort en poche, donc ça peut être... parce qu'il avait sorti, alors je ne sais même plus à la base quelle maison d'édition l'avait sorti, avec un magnifique jaspage en hardback. J'ai failli l'acheter, mais bon, bref, j'ai bien fait d'attendre. Le 5 novembre va sortir, on continue à sortir les intégrales de Pierre Bottero. Alors là, c'est chez Rajo, donc là, maintenant, c'est... je ne sais plus ce qui est déjà sorti. J'ai les deux premiers. Oui, je regarde par là, mais je ne peux pas les voir parce qu'il y a la porte. Mais je sais qu'ils sont là. Je les ai toujours pas lus, hein. Je crois que j'ai jamais lu un seul livre de Pierre Bottero. Si, peut-être un. Mais ça, c'est sa saga phare, hein. Je veux dire, c'est la plus importante. J'ai toujours pas lu. Et là, ils ressortent en intégrale qui sont vraiment très belles. Et là, c'est Elana qui va sortir.
donc le 5 novembre. Bon, je pense que je vais me l'acheter, je sais pas, parce que les premiers temps, la première intégrale qu'ils ont sortie, il y a le pacte des marchombres, et le premier c'était quoi? Putain, en plus j'ai une collègue qui est fan de Pierre Bottero, je suis réellement par lassée. Bon, bref, c'est rentré d'un côté, c'est ressorti de l'autre. Voilà, je ne les ai toujours pas lus. Alors, est-ce que j'attends un petit peu pour celui-là? J'ai toujours peur de ne pas le trouver. Je sais que elle, ma collègue, l'année dernière, avait réussi à le trouver après les fêtes. Bon, du coup, je sais pas, je vais attendre. Puis ce serait bien que je les lise quand même pour voir si ça me plaît. Bon, a priori, il n'y a pas de raison, mais bon. Mais en même temps, oui, il y a cette peur, voilà, de ne pas avoir... de pas retrouver le collector. Faudrait que je regarde si les 1 et 2 sont encore trouvables. Ce qui montrerait que le 3 serait aussi trouvable. Ensuite, le 5 novembre va sortir House of Windows de John Langan. Alors, c'est aux éditions J'ai lu. C'est lui qui a écrit The Fisherman, qui avait quand même été pas mal repris sur beaucoup de comptes. Alors, on était quand même dans un récit assez horrifique. Alors, c'est pareil, je l'ai acheté, je ne l'ai toujours pas lu. Donc, celui-ci a l'air très bien aussi, mais je vais attendre de lire The Fisherman pour me faire une idée aussi de, voilà, de l'écriture de l'auteur. Alors ici, on a un écrivain qui rencontre Véronica Crodon, une jeune femme pour qui Roger, un professeur d'université de 30 ans son aîné, a quitté son épouse avant de décéder dans d'étranges circonstances. Quand l'occasion de rencontrer la veuve se présente, il l'interroge sur la dernière rencontre du défunt avec son fils à Belvedere House, un lieu rempli de souvenirs mais aussi de regrets. D'après ce que j'ai pu en lire, c'est une maison où il y a énormément de fenêtres. Voilà, bon, vous connaissez mon amour des maisons étranges, donc évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. Le 6 novembre va sortir le nouveau roman d'Alric et Jennifer Twice, Jusqu'au plus profond des astres. Ce sera aux éditions Gulfstream. Alors c'est vendu un peu comme une romantaisie. J'ai postulé pour... bon, je me doutais que j'allais pas être prise, parce que je pense qu'ils vont faire avec leurs partenaires vraiment habituels. Et puis bon, il y y avoir tellement de demandes que... Bon, c'est pas grave, au pire je me l'achèterai. Alors après je peux le demander aussi sur NetGalley en e-book, mais c'est vrai que ma liseuse, j'ai plus le truc pour télécharger. Donc et les fils que j'ai pour télécharger, genre celui de mon portable, ça fonctionne pas avec ma liseuse, donc c'est foiré. Donc je vous fais quand même le petit résumé de. Alors là, je crois qu'il est à 26 €. Il est un petit peu plus cher que ce que fait d'habitude Gulfstream. Donc on suit Linus Hurtgreaves, astronomiste à l'esprit constellé d'angoisse, qui est plongé dans un deuil insondable depuis que sa fiancée, Lucia Destrella, archéologiste à l'Académie de Scientologie de Lockford, a disparu lors d'une expédition. Cloîtré dans son manoir, il cherche désespérément dans les étoiles un moyen de la retrouver. Sa solitude est troublée par l'arrivée de l'impertinente Jenna McBrone, exploraliste en quête de rédemption chargée d'écrire à son sujet. Très vite, celle-ci est tapée par les mystères qui hantent les lieux. Lettres tardives, apparitions fantomatiques. Elle est bientôt rejointe par Santino Rossini, ami précieux du couple d'académiciens qui s'était éloigné et qui revient dès lors graviter autour de Linus. Bon, voilà, j'en sais pas plus. C'est marqué que c'est une romantaisie quand même. Alors du coup, je me dis, ouais, romantaisie, c'est moins mon genre. J'avais beaucoup aimé la passeuse de mots, donc même si j'ai lu que le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Donc c'est pour ça que j'avais très envie de découvrir, mais bon, je pense que ça attendra un petit peu, je verrai ça plus tard et je vais voir un petit peu les retours pour voir s'il y a vraiment une romance très importante dans ce roman qui a l'air d'être un one-shot en plus. Petit aparté, vous m'excuserez pour cette lumière électrique, mais là il est quasiment 18 h, j'ai commencé à 17 h 30 et en fait, avec le changement d'heure, il fait noir de plus en plus tôt, donc c'est un petit peu tristoun. Donc je reprends, alors le 6 novembre sortira le tome 3 de Réseau Royal de Camille Versier aux éditions Château d'Âme, que j'ai reçu en service de presse. Voilà, c'est une série que j'aime beaucoup, qui est pour moi beaucoup plus une... je vous montre un peu le travail, il est vraiment très beau. Qui est plus une uchronie, oui, il y a une romance dedans, mais... c'est pas ce qu'il y a de plus important, hein. On est à notre époque, sauf que la révolution, manifestement, n'a pas... Voilà, je ne vous dis pas comment ça s'est passé, mais ça... Au début, on ne sait pas si la Révolution française n'a pas eu lieu ou si elle a capoté, mais en tout cas, il y a toujours des rois à la tête de la France, à la tête de tous les pays. D'ailleurs, ils n'ont pas que des rôles, je veux dire, qui ne servent à rien. C'est vraiment eux qui dirigent les pays. On a encore un tsar aussi en Russie. Et, voilà. Et là, on a François VI qui meurt dès le tome 1 et c'est son fils, le jeune Louis XX, qui va lui succéder, sauf qu'il n'est pas vraiment préparé à l'exercice de la royauté. Alors, c'est un personnage sympa parce qu'il essaie de faire les choses de façon juste, mais il est un peu maladroit.
On est dans un monde aussi où Réseau Royal, d'où le titre, c'est un média, voilà, c'est un réseau social que tout le monde a et qui permet de voir la vie de tous les jours à Versailles. Alors selon la catégorie dans laquelle vous êtes au niveau social, vous avez accès à plus ou moins de choses, voilà, à un maximum de choses. Plus vous êtes haut dans la hiérarchie sociale, plus vous avez accès à ce qui se passe à Versailles. Bon, évidemment, automatiquement, les nobles l'ont, et ça a été mis en place par un roturier à la base qui a été anobli entre-temps. Voilà. Et en même temps, on va suivre trois autres personnages. C'est Catalina, je crois, hein, qui est l'infante, Katharina, pardon, qui est l'infante d'Espagne. Donc, enfin, l'héritière, c'est son frère qui hérite de la couronne espagnole. Et dans le premier temps, on la voit fuir très rapidement son pays. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. On va l'apprendre aussi au cours du tome 1. Et on va suivre aussi Julie, qui a été, c'est bien Julie, hein, je regarde les noms, qui a été, nous on ne sait pas par qui, mais a été envoyée à Versailles pour s'introduire en tant que domestique et espionner ce qui se passe à Versailles, enfin dans les alcôves, tout ça, tout ce qui n'est pas montré sur Réseau Royal. Donc on sait qu'il y a quelqu'un dans l'ombre qui œuvre à faire tomber la monarchie. Et on suit Thomas, qui est voilà, un personnage lambda qui espère grimper les échelons, voilà, parce que vous avez ces rouille, argent, bronze, enfin je ne sais plus trop. Et lui, il espère encore grimper les échelons. Il a un bon job, il a une petite amie, une certaine reconnaissance, et il espère grimper les échelons. Et par une série de circonstances, en fait, il se retrouve rétrogradé. Ce qui fait que sa petite amie le quitte, on le vire de son boulot, et même sa famille ne veut plus le voir. Donc il a un peu la haine aussi. Donc évidemment, il va être approché par des personnes qui veulent réduire à néant la monarchie. Alors ça pose pas mal de questions, parce que ça pose des questions effectivement de la monarchie. Qu'effectivement, on reste dans ce pouvoir absolu où si le roi décide que vous méritez la peine de mort, même si vous n'avez rien fait, vous vous retrouvez quand même avec une corde autour du cou. Alors je ne sais plus si c'est la corde qu'ils utilisent ou la guillotine, je me souviens plus. Je me souviens plus. Est-ce que la guillotine a été inventée du coup? Parce que c'est vrai qu'elle a été inventée pendant la Révolution française. Voilà, il y a tout ça, et surtout on va parler des ravages des réseaux sociaux, surtout dans le tome 2, et on voit à quel point on est manipulable par ces réseaux sociaux. On voit aussi que voilà, la monarchie est du coup fortement ébranlée et commence à ne plus avoir de reconnaissance, mais on voit surtout la manipulation voilà, des masses en fait, et je pense que voilà, dans notre vie, c'est aussi le cas, on est manipulé par les médias, par les réseaux sociaux, partout quoi. Donc voilà, donc méfiance. C'est vrai que c'était pas mal. Oui, il y a une romance, mais j'ai vu que c'était classé romance, mais non, moi je le classerai pas en romance parce qu'il y a quand même, c'est quand même très dense hein, comme histoire, et il se passe beaucoup de choses. Hein. Donc ça finit un petit peu, là le titre c'est Reconquête, ça finit un petit peu quand même sur un cliffhanger à la fin, et on se demande ce que vont devenir nos personnages. En tout cas, c'est une série que j'aime beaucoup. Donc là, mon partenariat avec Château d'Âme se termine cette année. Je ne sais pas si je serai reprise l'année prochaine. J'aimerais bien, même si c'est souvent un mélange de fantastique et de romance. J'aime beaucoup ce qu'ils font quand même. Voilà. Mais on verra. Et puis au pire, si je veux le livre, je l'achèterai. Mais en tout cas, ça a été une très bonne année que j'ai passée avec eux. J'en suis vraiment très contente. Le 6 novembre sort un livre que je vous conseille fortement. Alors, il sort en poche chez Folio SF. À la base, il était sorti chez Mnemos. C'est Code ardent de Marge Nantel. On est dans un monde post-apocalyptique. Ça fait un peu Mad Max, hein, parce qu'on a comme ça des gens des convois qui roulent dans le désert où il n'y a plus rien. Il y a quelques forteresses. On est en France. Quelques forteresses qui sont des anciennes villes qui ont vraiment existé. Et il y a un code parmi ces gens qui sont dans le désert. Alors, il y en a, ce sont des gens qui cherchent juste à survivre, qui sont payés pour des missions. Il y en a, c'est des mercenaires qui sont prêts voilà, à tout tuer si on leur demande. Mais il y a un code qui existe, c'est-à-dire qu'on ne touche pas aux forteresses où il y a encore un semblant de civilisation. Les gens y vivent, il y a encore un peu de médicaments, voilà, il y a encore un certain niveau de vie. Voilà. Il y a eu une catastrophe, je crois que c'est une ville d'Espagne qui a été, une de ces forteresses qui a été complètement détruite, donc maintenant c'est interdit d'y toucher.
Sauf qu'évidemment, vous vous doutez bien que ça ne va pas se passer comme il faut. On suit toute une troupe comme ça de mercenaires. Alors, c'était un peu déstabilisant au début parce que l'autrice utilise un langage assez familier quand ils se parlent entre eux, mais c'est fait exprès, c'est pour nous plonger, voilà, c'est pas des gens qui ont fait des études, qui ont un langage tchatché. Mais en même temps, c'est une troupe de, voilà, c'est pas vraiment des mercenaires, mais c'est une troupe qui est vraiment très sympathique. Ils ont des relations les uns avec les autres. Enfin, ils ont tous leur passé, pour certains des passés très difficiles, et il y a parmi eux, alors je ne sais pas si je retrouve le nom du personnage, non, c'est pas noté, et le personnage principal qui est un jeune homme qui fait office plus ou moins d'infirmier, hein, parce que vous doutez bien qu'il n'y a plus vraiment d'études d'infirmier, mais qui les aide, qui a été recueilli, il a été recueilli dans les anciens États-Unis, et il a apparemment du sang indien, enfin des nations premières. Ils l'ont recueilli, pris sous leur aile, voilà, donc on voit les relations, et surtout, alors Code Ardent, en fait, les Ardents, et ça c'est le truc qui était horrible dans ce livre, les Ardents, ce sont des... Au début, on les voit comme des hommes et des femmes qu'on utilise pour des tas de choses, alors notamment, on va suivre un personnage en particulier sert d'objet sexuel, en fait, et qui en même temps espionne pour son maître. Alors moi, je me dis, mais attends, mais c'est des robots, c'est des intelligences artificielles, c'est des humanoïdes. Non, ce sont des êtres humains qui, tout petits, et souvent de génération en génération, sont vraiment éduqués pour obéir, mais obéir à un point que, en fait, notre troupe, elle va le récupérer, cet ardent, on les appelle les ardents, et le mec, il est perdu parce qu'on ne lui donne pas d'ordre clair. Par moment, en plus, il y a son chef qui lui interdit certaines choses. Euh, il est même parfois obligé de se retourner contre les gens qu'il protège parce qu'il a été tellement, il a été lobotomisé, quoi, tout simplement. Et c'est horrible. Et souvent, ils servent d'objets sexuels, hein, de toute façon, et on les utilise aussi comme espions, du coup. Mais cette façon de faire de ces êtres humains des objets, et puis c'est vrai qu'ils disent qu'à un moment c'est de génération en génération, quoi. En fait, c'est ça. Ils ont des enfants, bah pouf, on fait pareil avec eux, dès le plus jeune âge. C'est horrible, c'est horrible, franchement horrible. Et justement, il y a cette part d'humanité avec ce groupe qui va qui va prendre ce jeune homme, cet ardent, sous leur aile, et qui vont comprendre un petit peu ce qu'ils connaissent, les ardents, mais sans savoir exactement comment ils fonctionnent. Et ils se rendent compte qu'effectivement, il faut y aller doucement, il faut lui faire comprendre les choses, que c'est pas facile pour lui. Puis lui, il s'attache au jeune infirmier. Voilà, c'est très compliqué, mais il y a vraiment une très belle relation qui se développe. Heureusement, ça apporte une touche de douceur parce que c'est un monde très dur. Il y a une autre forteresse, malheureusement, qui va être détruite, et on voit qu'il y a des gens qui cherchent après un mystérieux prieur. On ne sait pas ce qu'il est ou ce que c'est. Bon, évidemment, on le saura à la fin. Mais c'est même pas tant la finalité de savoir qui est le prieur, mais plutôt le voyage que vont accomplir ces personnages à travers ce monde post-apocalyptique où on utilise des êtres humains comme des choses, et voilà, voir ces relations très humaines qu'ils ont entre eux, et cette façon qu'ils ont d'avoir autant de patience avec cet ardent qui est complètement paumé, quoi. On est par moments, on est dans sa tête. Là d'ailleurs, l'autrice utilise un langage plus courant, plus soutenu d'ailleurs. Comme ça, on voit un peu la différence, et c'est vraiment très, très intéressant. Enfin, je vous le conseille. C'est du post-apo avec vraiment une part d'humanité très importante et qui m'a énormément plu. Alors, le 6 novembre va sortir chez De Saxus le tome 3 de l'Empire du Vampire de J. Christophe, qui s'appelle l'Empire de l'Aube. Bon, j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle. J'ai quand même eu le tome 1, que j'ai beaucoup aimé. On va suivre Gabriel de Léon, qui est je ne sais plus comment on les appelle, je ne sais plus, et je ne l'ai pas noté, donc je ne sais plus. Un saint d'argent, je crois que c'est saint d'argent. Ce sont des hommes et des femmes avec une particularité qui sont entraînés pour lutter contre les vampires, puisque les vampires ont envahi le monde des humains. Donc le truc bien, c'est que ils pouvaient agir que la nuit, sauf qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a des fumées qui sont apparues, enfin le soleil est tout le temps caché. Donc ils peuvent aussi attaquer les humains en pleine journée. Et dès le début du tome 1, on sait que les humains ont perdu, que les vampires ont gagné. Et Gabriel de Léon, en fait, est obligé de faire sa confession auprès d'un vampire qui veut écrire son histoire. Voilà, donc on va parler de l'enfance de Gabriel de Léon, mais surtout de sa formation.
en tant que saint d'argent, et puis ses combats. Et on sait aussi il le dit lui-même, j'ai salement merdé. On sait pas on va apprendre petit à petit d'El Thomas où il a salement merdé. Voilà, alors c'est assez sombre et on se dit, ben, déjà, ça commence avec le fait que c'est le dernier saint d'argent, Gabriel de Léon, et il est prisonnier des vampires. Et voilà, on sait que les vampires ont gagné, on dit on est mal barré. Voilà, donc il y a quand même une petite touche d'espoir. Bon, voilà, mais ça reste quand même très sombre, hein. C'est de la dark fantasy quand même. Donc je ne sais pas comment ça va se finir, parce que J. Christophe, je pense qu'il n'hésite pas à tuer ses personnages, à écrire des récits très sombres. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore lu le tome 2, à savoir qu'en plus, c'est des pavasses, mais j'attendrai un petit peu pour me procurer le brochet. Il faut que je lise le tome 2 avant. Alors pareil, sortira un tome 2 le 6 novembre, toujours, alors c'est chez Sabran, La forêt de Grimm, les secrets de Grimm. Alors c'est de Catherine Purdy. Alors c'est pareil, j'ai le tome 1 dans ma palle puisqu'on va parler des contes de Grimm. Alors là, on va parler plutôt d'une forêt où il y aurait des créatures étranges. Je crois que les personnages sont obligés d'aller dans cette forêt. Je ne sais plus très bien, j'avais lu le résumé du tome 1, mais voilà, il y a un petit moment que je l'ai acheté. Je pensais que ce serait un one-shot, mais non, c'est bon. Il y a au moins 2 tomes sur, je ne sais pas s'il y aura une trilogie, mais voilà, le fait qu'il y ait des réécritures de contes, tout ça, des créatures fantastiques, une forêt mystérieuse, ça m'a donné évidemment fortement envie d'y aller. Toujours le 6 novembre, alors cette fois dans la collection Pâle, sortira Le Roi Berger, tome 2, Deux couronnes corrompues de Rachel Gillick. Alors le premier, c'était Une fenêtre sur les ténèbres, je confonds toujours les deux, ils sont sortis en même temps chez De Saxus et Sabran. Bon, c'est pareil, j'ai le tome 1, je ne l'avais pas encore lu, donc pour l'instant, ça attendra. Bon, je ne vais pas trop vous faire le résumé du tome 2 pour ne pas spoiler le tome 1. Toujours chez Pâle, le 6 novembre, sortira Dans la vie des pantins de DJ Clown. Alors, je sais que, par exemple, il a écrit une suite à la maison au milieu de la mer céruléenne. Là, c'est un one-shot, celui-là. Je me demande si je ne l'ai pas, d'ailleurs. J'ai un doute, je ne sais plus. Alors, pénétrez dans une forêt étrange et suivez le voyage extraordinaire d'une famille faite de pièces détachées. Victor est le dernier humain vivant depuis que l'humanité a été éradiquée. Il partage la vie de 3 robots. Son père, entre guillemets, Giovanni, l'infirmière Ratch, aux tendances sociopathes mais au grand cœur, il faudra m'expliquer, et Rambo, un petit aspirateur anxieux. Tous vivent en sécurité dans une maisonnette perchée dans un arbre. Leur vie parfaite bascule lorsque Victor ramène de la casse un nouvel androïde qui alerte involontairement l'autorité de l'endroit où se cache Giovanni. Ce dernier est capturé puis transféré à la ville des rêves électriques. Pour le groupe d'amis, le temps presse, ils doivent le retrouver avant qu'il soit reprogrammé et sa mémoire effacée. Alors, T.J. Klune, je n'en ai lu toujours aucun. J'ai La maison au milieu de la mer céruléenne, et peut-être Sous la porte qui chuchote, ou alors celui-ci, Dans la vie des pantins, je ne sais plus. J'ai vu de très bons retours, comme j'ai vu des retours moins bons sur cet auteur, donc bon, à voir aussi. Alors pareil, le 6 novembre sortira, là j'ai lu les 2 premiers tomes de cette saga, j'ai pas encore lu le tome 3, et là ils sortent un tome 0, donc qui se passe avant, c'est la série Light Lark, donc tome 0, Grimm et Oro, Duel de Roi, ça sort le 6 novembre de chez Lumen, c'est toujours de Alex Aster. Il me reste encore le tome 3 à lire. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, j'ai eu encore un plus gros coup de cœur pour le tome 2. Finalement, Grimm et Oro sont 2 personnages masculins très importants dans cette intrigue. Voilà, j'en sais pas tellement plus, je veux pas trop savoir, donc après ce que j'ai compris, ça se passe avant les événements du premier Light Lark. C'est un tome compagnon qui réunit 2 romans inédits racontant chacun du point de vue de Grimm ou d'Oro. Alors c'est peut-être un tome compagnon, c'est peut-être pas un préquel du coup, donc ça se passe peut-être en même temps que les événements de Light Lark. Voilà, donc je pense qu'il va sortir aussi en relié, en broché, donc du coup il est à un prix normal, il est quand même assez, je sais plus combien de pages il a, mais il est quand même assez gros, il est aussi gros que les autres, hein. Voilà, bon, pour l'instant c'est pareil, je vais attendre de lire le tome 3 avant de lire ce tome compagnon. Alors, chez Argile sortira dans leur collection, ça va être leur collection Récif, leur petite novella, 2 livres. Alors, Persona non grata, qui est un tome 2 de Cassandra Koo, où on retrouve, c'est Chanter le silence, ça sortira le 7 novembre, et on retrouve le même personnage que dans, c'était Briser les eaux, je crois. Je sais pas, j'ai vu que Jodie avait pas plus accroché que ça au tome 1. Là, je pense qu'on va être... c'était dans le tome 1, on était plus dans le monde du jazz, je crois.
Mais en même temps, il y a des vibes à la Lovecraft, donc je ne sais pas trop. J'hésite encore sur celui-là. Alors, on suit Deacon James, un saxophoniste. Non, non, c'est celui-ci, on parle de jazz. Moi, je n'ai pas très branché jazz, je ne sais pas trop. Un saxophoniste blues originaire de Géorgie voyage en train vers Arkham, le cœur lourd du poids du deuil de son art qui ne le lâche plus. Durant son périple, des visions de cauchemars, bouche béante, tentacules obsédants, viennent hanter son esprit. À bord, il croise un homme qui se présente sous le nom de John Person, le prévient d'un danger grandissant. Un germion, je ne sais pas ce que c'est un germion, mystérieux logé dans sa tête, capable, s'il en émerge, de détruire le monde. Voilà. Alors je pense que ça doit être le personnage de John Person qui doit apparaître dans le premier. J'avoue, pour l'instant, j'hésite, je ne sais pas trop. Et j'en ai déjà plusieurs de cette collection, je ne les ai pas encore lus non plus. Donc le 7 novembre, va sortir l'autre voilà, récit de chez Argile aussi, dans cette collection récif, qui s'appelle Colorer le monde, suivi de Qui possède la lune de Mu Ming. Alors on suit fille d'un artiste dotée d'une vision exceptionnelle grâce à une mutation génétique rare, la jeune Amy souffre d'un sentiment d'exclusion à cause de sa vue non corrigée dans une société où les implants ont changé la perception du monde. Toutefois, depuis la découverte de l'Odyssée et sa description de la mer vineuse par Homère, la jeune fille se pose des questions sur la subjectivité des couleurs. À l'âge de 12 ans, elle convainc ses parents de lui permettre l'implantation de correcteurs rétiniens afin d'élargir son spectre de vision, mais aussi de mieux s'intégrer. L'opération est un succès, mais jusqu'à quel point? Bon, j'avoue, ça c'est le genre de truc qui m'attire davantage. Voilà, où vous avez ça, voilà, vous faites implanter un truc et en fait ça déconne, quoi. On a souvent ça, hein, vous voyez, avec genre des gens qui se font implanter, pas des rétines, mais pour des gens aveugles, hein, qui ont, grâce à des dons d'organes, mais que ce soit le cœur ou... On parle souvent du cœur ou des yeux et voilà, ils se retrouvent avec en fait à avoir tout le passé de la personne qui a possédé ces organes et souvent un passé assez compliqué, voire meurtrier. Voilà, ça me fait tout à fait penser à ça, donc pourquoi pas. Alors celui-ci va peut-être détonner un petit peu dans ce que je vous propose d'habitude, mais comme on va parler des mythes grecs, alors je pense qu'on est peut-être plus dans de la littérature blanche. Voilà, ça reprend les mythes grecs, du coup ça m'intéressait. C'est chez Actes Sud, ça sortira le 12 novembre, c'est de Henri Beauchot, je ne connais pas cet auteur. Donc c'est regroupé, il y a 3 œuvres regroupées en une, Les murailles de Thèbes, Oedipe sur la route, Diotima et les lions et Antigone. Bon, vraiment, moi, le mythe d'Oedipe, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est vraiment la personnification du fait que vous ne pouvez pas lutter contre le destin, ce qui arrive à Oedipe, quoi. C'est horrible, quoi. C'est-à-dire qu'ils font tout pour échapper à leur destin. Enfin, le père d'Oedipe fait tout pour échapper à son destin et malgré tout, eh ben non, la mythologie grecque est très dure pour ça. Vous ne pouvez pas échapper à votre destinée et Antigone est la fille d'Oedipe. Alors là, c'est la réunion des 3 chefs-d'œuvre d'Henri Beauchot, donne à lire pour la première fois en un unique souffle sa réécriture du mythe fondateur dans une prose lumineuse. Déchu, aveugle, Oedipe a quitté Thèbes sous le poids de la fatalité. Accompagné par sa fille Antigone, soutenu par un musicien et une guérisseuse, il entame une longue errance vers Colone où il retrouvera la lumière en s'accomplissant par le chant. C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui devient après Oedipe en fait. Après ces années d'exil, Antigone fera le chemin inverse, revenant à Thèbes pour apaiser les guerres fratricides qui accablent son destin et celui de la cité. Mendiante devenue reine, j'ai du mal, de trébuchante à infatigable marcheuse, elle cherchera elle aussi une issue réconciliatrice à ses épreuves. Si vous connaissez un petit peu les histoires d'Antigone et d'Oedipe, vous savez que, bon, hein, voilà, il y a des familles comme ça. C'est pareil, hein, dans la mythologie grecque, ils aiment bien maudire des familles qui ont commis des actes abominables. Mais ce qui est bien, c'est que les dieux, ils les punissent sur plusieurs générations. Donc, c'est-à-dire les enfants de leurs enfants, des enfants de leurs enfants, qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait, se retrouvent punis aussi. Et ça, c'est un truc, moi, qui m'avait marqué quand je me suis intéressée à la mythologie grecque, cette espèce de fatalité, et qui va les poursuivre sur des générations, même si les descendants n'ont rien fait de mal. C'est assez horrible. On retrouve ça aussi avec la guerre de Troie, hein, c'est exactement la même chose. Et on a ensuite un autre récit initiatique qui fait le lien entre les 2 fresques poétiques, celui de la jeune Diotima, alors je ne connais pas du tout ce personnage, qui devra, dans un affrontement rituel avec les lions, s'affranchir de sa filiation et des traditions pour sortir de l'enfance en découvrant l'altérité. Voilà. Je ne sais pas, bon c'est chez Actes Sud, ça peut être des textes assez littéraires, mais réécriture, oui c'est quand même une réécriture de mythes, voilà, de mythes grecs. Moi je suis toujours preneuse.
Le 13 novembre sortira un balai de plumes et de larmes chez le Héron d'Argent, qui ont toujours des livres aussi qui sont très tentants. Alors là, c'est écrit par Eve Matacha. Oyez, oyez, noble damoiseau et gentes dame, voici la complainte de Leda, déesse cygne qui vécut parmi les mortels afin de témoigner de leur vie. On retourne dans la mythologie grecque avec Leda. Écoutez-la chanter les peines d'Ode, répudiées et échangées en blanche-oiselle. Je ne connais pas ce personnage, je ne sais pas si ça vient de la mythologie grecque ou autre. Écoutez-la dépeindre la rage de la princesse Adeline, magicienne méprisée. Écoutez-la maudire Adelmus, le roi sorcier qui orchestra leur ruine. Savourez le dernier chant de la déesse car son souffle s'éteindra avec ses derniers mots. Une réécriture sombre et poignante de la célèbre légende du lac des cygnes. Oui, alors, sauf que Leda, c'est plutôt la mythologie grecque. Alors Leda, je ne sais plus. Alors Leda, en fait, elle a été transformée en cygne. C'est encore Zeus qui a été, voilà, qui ne pouvait pas s'empêcher de sauter sur tout ce qui bougeait, qui l'a séduite. Je ne sais plus quel enfant elle a eu avec lui. La mythologie grecque est loin, je ne me souviens plus. Et c'est vrai qu'elle se transforme. Alors, elle n'arrive pas à lui échapper. Ou est-ce qu'elle essaie de lui échapper? Ou est-ce que c'est lui qui la transforme en cygne pour qu'elle ne subisse pas les foudres de son épouse Héra? Héra, elle se vengeait sur les femmes alors que c'était Zeus, en fait, le coupable. Mais bon, autant son mari étant le dieu des dieux, elle ne pouvait pas non plus trop lutter contre lui. Mais voilà, alors apparemment, ça va être un mix voilà, du lac des cygnes, mais aussi de la légende de Leda. Donc, le livre est très très beau. Le Héron d'Argent, ils font toujours des choses superbes. En poche va sortir le tome 4 des Voyageurs, la galaxie vue du ciel de Becky Chambers le 13 novembre. Donc, ce sera au livre de poche. Voilà, moi j'avoue que je les ai empruntés à la médiathèque, je les ai toujours pas lus, je vais finir par me... Voilà, comme je pense qu'il n'y a que 4 tomes, vu que maintenant ils vont tous être sortis en poche, bah, je vais peut-être finir par me les acheter en poche, à voir. C'était sorti à la base chez La Talente, ceux-là c'est vrai que j'ai pas trop le temps de les lire, donc je pense que je vais les rendre. Voilà, donc Becky Chambers, c'est connu pour voilà, faire de la science-fiction positive, que je n'ai... Bah, si j'ai découvert... par les itinérants, mais Becky Chambers, je n'ai jamais découvert sa plume, mais on y croit, on va y arriver. Toujours en poche, va sortir chez Bayard Poche Twin Crowns, le tome 1 de Catherine Doyle et Catherine Weber. Je ne me souviens plus trop de cette histoire. Voilà. Alors, Vren Greenrock s'est préparé toute sa vie à usurper la place de sa sœur jumelle et monter sur le trône d'Eanna. C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Rose Valart, elle, s'apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Dans ce duel animé par la vengeance où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent, qui obtiendra le pouvoir. Bon, c'est Bayard, donc je pense qu'on est plus dans du young adulte. Je sais pas, dans de la romantésie, certainement. Bon, c'est pas forcément un genre qui m'attire le plus. Peut-être en poche ou peut-être si je peux l'emprunter, pourquoi pas. Là, je retourne vers mes webtoons préférés avec Comment tuer la vilaine, le tome 4 de Salvo Saeng. Donc, c'est toujours chez Pika Webtoon. Je crois que j'en ai mis 3 en tout. C'est toujours chez Pika Webtoon. Voilà, c'est une série que j'ai commencée, qui était quasiment finie. Je ne sais plus sur quelle plateforme je le lisais. Elle était quasiment finie, mais ce qui m'avait intéressé, c'est qu'effectivement, on est aussi là encore sur une jeune femme qui se retrouve transportée dans un roman, sauf que pour le coup, par rapport aux autres héroïnes qu'on peut lire dans ces isekai, elle ne souhaite pas vraiment s'intégrer à ce monde, elle souhaite retourner à tout prix chez elle, elle va faire tout ce qu'il faut pour, en plus elle est dans la peau effectivement de l'antagoniste, c'est-à-dire qu'on l'a préparée depuis... celle dans la peau de laquelle elle s'incarne, on l'a préparée toute sa vie à devenir l'épouse du prince héritier, sauf que celui-ci la traite avec énormément de dédain, de mépris. Il me sort par les trous de nez, ce mec, en fait. Parce que elle, c'est vrai qu'elle peut faire un peu, avant qu'elle soit réincarnée, un peu capricieuse, hautaine et tout, mais toute sa vie, on lui a dit, tu vas devenir l'épouse de ce prince. Donc toute sa vie, on l'a préparée à devenir une impératrice. Et elle l'aime en même temps, et lui, il la traite avec dédain, notamment parce qu'il aime une autre jeune femme. Cette jeune femme est née noble, mais sa famille a trahi l'empereur, donc ils ont été déchus de leur titre de noblesse, et elle n'est plus qu'une simple servante. Sauf que le prince la traite pas comme une servante, mais comme une égale, puisqu'il est amoureux d'elle. Il y a aussi un prêtre qui protège cette autre jeune femme, qui est la très gentille.
Elle m'énerve aussi parce que je me dis, elle est trop gentille, elle m'énerve. Voilà, je préfère largement l'autre héroïne. En plus, bon, voilà, la gentille, elle est là avec ses grands yeux bleus, avec ses cheveux blonds, alors que l'héroïne, elle est magnifique. Elle a des cheveux noirs, des yeux verts. Eh ben, je trouve qu'elle a beaucoup plus de caractère, même si on va apprendre à connaître les différents caractères. Il y a le meilleur ami du prince aussi, qui est amoureux aussi de la gentille. Bon, ils sont un peu agaçants, quoi. Mais voilà, elle va redistribuer les cartes, en fait, en se réincarnant. Et c'était vraiment passionnant. Puis le fait qu'elle ne veuille pas vivre dans ce monde, je trouvais que ça changeait un peu des autres isekai. C'était vraiment passionnant. Il y a des histoires de sorcellerie aussi, donc c'était très bien. Alors moi, là, j'ai eu les 2 premiers tomes, ces nouvelles éditions du Sorceleur, hein, qui sont très très belles, avec voilà, hardback, jaspage et une très belle jaquette dessus. Je me demandais, alors je pense que je vais poser la question à Brajolon, parce que là je suis encore partenaire. D'ailleurs, l'année prochaine, ils ont annoncé ça sur leur site, l'année prochaine, il n'y aura plus de partenaire annuel, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous postuliez pour tel ou tel livre qui va sortir. Alors que ce soit chez Brajolon, Big Bang, leur collection aussi e-comics, donc ils sont les comics, Mangetsu, les mangas. Hauteville, vous pouvez aussi demander Hauteville, donc ça, voilà, ça se fera à la demande avec des, voilà, avec des partenariats ponctuels. Je pense que ça va être plus facile pour eux de gérer tout ça. Moi, j'avoue que ça mode d'un poids parce qu'en fait, voilà, en plus, moi, j'étais prise dans les catégories horreur, SF, comics et fantasy surtout. Et évidemment, vous voyez ces listes de livres, vous avez envie de tout prendre, sauf qu'à un moment, c'est pas gérable. Donc là, je me suis dit, je vais faire quelque chose de plus raisonné. Voilà, je demanderai par à coup. Par contre, j'ai l'impression que ça va être le premier arrivé, premier servi aussi. Voilà, et me dire que ben voilà, si j'ai pas lu le livre le mois prochain, je ne demande pas un autre, quoi. Va falloir raisonner tout ça parce que c'est pas possible. Voilà, avoir voilà, des services de presse et me dire que certains, ben là, ok, ils sortent en poche, je peux me les acheter en poste si j'en ai envie et arrêter de partir tous azimuts dans tous les sens. Donc voilà, ça, c'est pas plus mal. Je pense que ça peut donner plus de chance à d'autres bookstagrammeurs ou booktubeurs. Alors par contre, je pense que sincèrement, il faut avoir un certain nombre d'abonnés. Il ne faut pas se masquer le truc, que ce soit sur Insta, sur YouTube ou même sur TikTok. Il y a de plus en plus de partenaires qui viennent de TikTok, qui n'ont pas un Insta très développé, mais qui viennent de TikTok. Ils ont plusieurs milliers de followers. Voilà, je trouve que ce système est pas mal, donc vous pouvez aller jeter un œil. Alors effectivement, là, ils disent, vous pouvez déjà nous demander les sorties de 2026. Moi, je suis allée voir, j'ai pas vu grand-chose en 2026. C'est quand même un peu tôt, quand même, 2026. Et je me suis demandé s'ils allaient continuer à sortir The Witcher sous cette forme-là. Sauf que les 2 premiers sont des recueils de nouvelles. J'ai encore plus aimé le tome 2 que le tome 1. Et je serais curieuse de commencer les romans. Sauf que là, ils vont sortir une édition anniversaire qui sera le tome 3, mais une édition anniversaire qui coûte 50 €. Donc ça, c'est pas proposé aux partenaires. Ou alors peut-être aux gros partenaires qui ont des gros comptes, mais j'en suis même pas sûre. Donc je sais, moi j'aimerais bien qu'ils continuent, parce que je m'étais dit partenaire ou pas partenaire, je pense que je vais continuer à acheter sous cette nouvelle édition que j'aime beaucoup. Mais là, bah, c'est le tome 3 qui va sortir, et dans cette édition anniversaire. Donc bah, je sais pas. Je pense que je poserai la question, je sais pas si j'aurai une réponse pour savoir s'ils vont continuer, parce que c'est un peu con d'avoir sorti les 2 premiers tomes avec ces très belles jaquettes. Sur le premier, on voit Geralt de Rive, sur le second, on voit Yennefer. Voilà, avec Jaspage, je les trouve très très beaux. Et moi, c'est comme ça que je suis rentrée dans The Witcher, hein, parce que je ne connaissais pas. Enfin, évidemment, je connaissais un peu The Witcher. Hein, je pense qu'il faut vivre dans une grotte pour ne pas connaître The Witcher à minima. Mais voilà, j'ai pas vu la série, j'ai pas joué au jeu. Bon, à voir. Sinon, bah, je me dis, on les a en poche à la médiathèque. Je les lirai en poche à la médiathèque. Mais voilà, elle a l'air très belle cette édition, mais voilà, c'est une édition à 50 €. Et je ne sais pas s'ils ont sorti les 2 premiers tomes dans cette édition-là aussi. C'est vrai que ce que disent certains bookstagrammeurs, influenceurs, tout ça, c'est que c'est vrai que c'est un peu casse-pied. Ces éditions, ils ressortent à chaque fois sous de nouvelles formes. Et bah, pour ceux qui adorent, qui sont amoureux d'un univers, bah, on est toujours tenté d'acheter. Et à un moment, c'est un jeu sans fin, quoi, parce qu'à chaque fois, ils ressortent de nouvelles éditions, sachant comme par exemple Le Nom du Vent, Patrick Rothfuss, il n'a toujours pas écrit la suite. Et ils ont sorti un one-shot qui se situe dans le même univers, mais par exemple, ils ont ressorti le tome 1 à 50 €. Il n'y a que le tome 1, il est très beau, mais 50 € le tome 1.
Sachant qu'ils ont sorti aussi il y a quelques années, il y a 3 tomes de sortie du Nom du Vent. Enfin, c'est le Chronique d'un tueur de roi, le vrai titre. Dans une très belle intégrale qui doit coûter aussi 50 euros. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils ressortent, puis les gens attendent la suite là. Donc voilà, mais bon, après, c'est vrai qu'on ne sait pas non plus l'auteur quand est-ce qu'il compte, écrire la suite. Donc c'était la petite parenthèse bragelonne. Le 13 novembre va sortir le tome 2 de La prophétie de l'ambre, le sceau de la confidente de Karina Rosenfeld chez Gulfstream. J'ai le tome 1 que je n'ai pas lu. On est plutôt, bon voilà, ça va clairement vers de l'inspiration asiatique. Bon, je vais attendre de lire le tome 1 évidemment avant de me précipiter sur le tome 2. Mais bon, j'avoue que comme c'est Gulfstream, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc normalement, ça devrait être bon. Alors celui-là, c'est vrai que j'ai rarement mis un livre de cette maison d'édition, mais là, j'avoue que le pitch avait l'air pas mal. C'est La diseuse de mort de Christelle Dacruz aux éditions Plume du Web qui sortira le 14 novembre. Alors ce qui m'a attiré, c'est le côté post-apocalyptique, notamment. Dans une France dévastée par la Troisième Guerre mondiale et l'apocalypse magique qui a suivi, John rêve sur le cimetière de Montmartre, dont elle est la gardienne. Accompagnée de son fusil et de sa chienne, ses journées ainsi que ses nuits sont rythmées par la traque de pilleurs et le bon temps passé avec ses 2 seuls amis, vampires et succubes de leur état. Sa vie bascule le jour où elle rentre en contact avec de curieux artefacts lors du pillage d'une tombe. Le lendemain, elle se réveille dotée d'un pouvoir terrifiant. Elle peut voir la manière dont vont mourir les personnes qui la touchent. Et là, ses ennuis ne s'arrêtent pas là. Des tas de loups-garous renégats semblent tout d'un coup s'intéresser à elle. Astrid, son amie vampire, met alors tout en œuvre pour essayer de la protéger, quitte à forcer la main de son créateur, Lachlan. C'est ainsi que John et son don se retrouvent sous l'égide d'un vampire puissant. Bon. Je sais pas, Plume du Web, c'est vrai qu'ils avaient tendance à faire de la romantaisie, d'après ce que j'ai vu passer. Je sais pas, mais j'avoue que le truc à la fois post-apocalyptique et créature fantastique, ça m'attire quand même pas mal. Mais c'est pareil, je pense que je vais attendre les premiers retours. Donc là, c'est pareil, c'est une maison d'édition. Je crois que j'ai jamais lu un seul livre de chez eux. C'est aux éditions Céleste. Le 14 novembre va sortir Les Sans âmes, tome 1, La Brigade 13 de Luna Mistia. Et là, on est à la suite d'une apocalypse naturelle, encore une fois. Oui, je suis obsédée par l'apocalypse. La Terre et la société ont été détruites. Les êtres humains ne sont plus les prédateurs suprêmes, des créatures féroces et inconnues ayant jailli des entrailles de la Terre. Le seul moyen de protéger l'humanité réside dans la création de brigades défensives. D'où le titre, je pense, Brigade 13. À présent, l'humain survit grâce à un système de castes organisé selon les aptitudes physiques de chacun. Cette organisation régit la vie de chacun, du plus riche au plus pauvre, créant une inégalité conséquente entre les districts. Il n'y a qu'une brigade qui échappe à ces règles, celle des sans-âmes. Craints par la plupart des citoyens, rien ne les arrête dans leur mission, celle de protéger chaque vie, quoi qu'il en coûte. Ils sont féroces, intimidants, à l'image de leur leader, Soleya. Cette dernière ne tolère aucun inconnu dans ses rangs. Alors, lorsqu'un nouveau capitaine l'aurait attribué, elle n'a qu'une idée en tête, le faire partir. Voilà. Donc, c'est pareil, mais dans un monde post-apocalyptique, j'avoue que ça me tente, mais pareil, je vais attendre de voir des retours. Alors, celui-ci, j'avais lu le tome 1 il y a déjà un moment, et là, ça y est, le cycle est fini. Enfin, c'est marqué cycle, enfin, c'est le tome 3, ils ont marqué cycle 3, mais en fait, c'est un tome 3. C'est le Halo des ombres jusqu'à la fin des temps. Alors, c'est de Viviane et Céline de Clerval aux éditions Pierre et Lion. Elles sont aussi les fondatrices de cette maison d'édition. J'avais beaucoup aimé le tome 1, on suivait un jeune homme qui doit rentrer dans une académie, c'est pareil, il a des pouvoirs, etc. Donc c'est assez intéressant, c'est assez sombre. Voilà, j'ai pas, voilà, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de... Ben, j'ai pas acheté non plus le tome 2. Voilà, la trilogie, en tout cas, se termine ici. Donc, alors c'est marqué cycle, je sais pas s'il y aura d'autres cycles dans l'autre, dans le même univers. Mais je pense que c'est une série que je reprendrai plus tard. Alors là, cette maison d'édition-là, j'ai 1 ou 2 livres de chez eux. C'est des réécritures de contes ou de classiques aussi, que je n'ai pas encore lu. Et là, ils sortent coup sur coup une réécriture de contes et une réécriture de classiques. Alors le premier, c'est La Reine des Neiges, Les Amants Maudits de Jean-Philippe Roussac. C'est aux éditions Punchline. Ça sort le 18-11. Il y a les couvertures sont très belles. Il y a un très beau jaspage aussi. Les livres ne sont pas très gros. Il n'y a pas d'illustration à l'intérieur. Donc là, on est sur une réécriture de La Reine des Neiges. Je ne sais plus si je vous ai donné la date, c'est le 18 novembre. Et le 18 novembre sortira aussi une réécriture de Roméo et Juliette, un amour interdit, toujours chez Punchline Édition.
et écrit cette fois par Elodie Loisel. Donc je me dis, bon, il va peut-être falloir que je lise déjà ce que j'ai, voir un peu quelles tonalités vont avoir ces réécritures, même si c'est pas toujours les mêmes auteurs. D'ailleurs, je me suis trompée, non, il y en a 3 qui sortent en même temps. Là, celui-là, je ne connaissais pas du tout, c'est La Princesse Kaguya, le châtiment de la lune, toujours chez Punchline, toujours le 18 novembre, c'est écrit par Dimitri Olivier. Je suis allée voir La Princesse Kaguya, c'est un conte japonais ou chinois? Non, c'est japonais. Je suis allée voir en plus, hein, et j'ai déjà oublié. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Alors, je pense que ça se passe au Japon. En fait, c'est un couple, ça m'a fait penser un peu à Tom Pouce au départ, puisque c'est un couple qui n'a pas d'enfant, jusqu'au jour où ils découvrent une petite fille, mais de toute petite taille, hein, qu'ils vont adopter comme leur fille, qui va aller à l'école, tout ça, mais elle cache un secret. Bon, je ne vais pas vous en dire plus, parce que personnellement, autant Roméo et Juliette, La Reine des Neiges, tout ça, enfin, La Reine des Neiges, c'est pas le Disney, hein, voilà, parce que moi, j'ai lu La Reine des Neiges il y a très longtemps, le conte, franchement, alors, il est très beau, hein, La Reine des Neiges de Disney, hein, mais ça n'a absolument rien à voir avec le conte d'origine, hein, je vous le dis, hein, ça a complètement été changé. Mais voilà, ils ont sorti aussi La Belle et la Bête, Peter Pan, je crois. Alors, je ne sais plus lesquels j'ai, enfin peu importe, faut que je regarde. Mais voilà, mais là, ce conte-là, je ne connaissais pas, donc je ne vais pas trop vous en parler. Moi, du coup, je suis allée voir le conte en entier, ce que ça raconte et comment ça se termine. C'est un vieux conte japonais qui apparaît, qu'ils ont retrouvé sur des vieux manuscrits. Voilà, c'est une légende. Bon, encore une fois, je vous dis, j'en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais je vais déjà essayer de lire ce que j'ai pour voir un petit peu la tonalité de ces réécritures de contes toutes classiques. Le 19 novembre, je retourne vers mes webtoons avec ma ex-husband's Mad Dog, facile à dire, c'est le tome 3, toujours chez Pika Webtoon. C'est de J. Kyum. Donc là, j'ai acheté le tome 1, je ne l'ai pas encore lu. J'avais une crise là pendant les vacances d'été, je voulais à tout prix, j'avais envie de lire des lectures détentes, donc je me suis dit, j'adore les webtoons, j'adore leur format, j'adore ces couleurs. Le format, pour moi, c'est plus facile, j'ai eu des problèmes avec les yeux il y a longtemps. Plus évidemment, en vieillissant, la vue ne va pas en s'améliorant. C'est plus confortable qu'un manga pour moi. Et puis, bon, voilà, il y a le côté midinette, hein, je ne vous cache pas, qui ressort, parce qu'il y a toujours des romances là-dedans. Vous avez des belles jeunes femmes, de beaux jeunes hommes, avec de belles robes, c'est vraiment des mondes imaginaires. Bon, c'est tout ce que j'aime, voilà, j'adore ça. Voilà, et je crois que j'ai acheté le tome 1, je crois que je ne l'ai pas encore lu, je l'ai feuilleté. Ensuite, alors je ne me souviens plus trop, mais on suit une jeune femme qui est répudiée, ou alors son mari, qui est un noble, meurt et elle est fichue à la rue, donc elle se retrouve dans une pauvreté extrême, si je me souviens bien. C'est ça. Oh, j'ai un doute. Enfin, je sais que c'est une ancienne noble qui se retrouve à la rue sans rien. Et puis, alors, elle a déjà vécu plusieurs vies, hein, si je me souviens bien. Et à chaque fois, elle foire son truc. Non, c'est pas ça, alors. Ou elle meurt. Ouais, elle meurt, c'est ça. Elle n'est pas foutue à la rue, elle meurt. Et elle en est à sa 3e ou 4e vie. À chaque fois, elle foire. Et là, elle en a ras-le-bol de foirer. Mais elle se retrouve exilée dans un château, mais très, très froid. Et là, elle fait la connaissance d'un jeune garçon qui est plus jeune qu'elle, hein, mais je pense qu'au fur et à mesure de l'histoire, il ne doit pas avoir grande différence d'âge, mais effectivement, entre un gamin qui a 12-13 ans et elle, si elle en a 17-18, ça fait un gros écart d'âge. Écart d'âge qui, quand ils atteignent tous les deux l'âge adulte, est moins dérangeant. Hein. Au début, il ne va rien se passer. J'ai feuilleté, il ne se passe rien de glauque entre eux. Donc, elle va tomber sur ce jeune garçon. Et ce jeune garçon s'avère en fait être le mad dog, enfin le chien fou de son mari. Enfin, de son ex, ouais, c'est ça. Donc, son mari ne meurt pas. Je crois qu'il l'exile ou il la tue. Je ne sais plus trop. Voilà, donc elle veut se venger de son ex-mari. Et en fait, ce Mad Dog, il est son bras droit et son arme, en fait. Donc, c'est elle qui le recueille. Et je pense qu'elle va tout faire pour qu'il, du coup, tienne avec elle. Je pense qu'au fur et à mesure de l'histoire, il y a une relation qui va se développer entre eux deux. Bon, je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai commencé la série. Alors, le 19 novembre va sortir. Alors, ce manga, je l'ai découvert il y a des années de ça. J'ai adoré, sauf qu'on n'a jamais eu la fin, puisque l'autrice a eu des gros problèmes de santé. Ça fait un moment, parce que je les ai lus quand je travaillais près d'Arras, en bibliothèque. Je veux dire, entre-temps, j'ai eu mes enfants, ils ont 11 ans. Hein. Donc, c'est vous dire si ça remonte. Je ne sais pas si un jour, on aura la fin. C'est frustrant parce qu'il ne doit pas manquer grand-chose. À mon avis, 1, 2, 3 tomes maxi.
Et voilà, mais on n'a jamais eu la suite. Et là, ils les ressortent en coffret. C'est Nana, je vous en ai peut-être entendu parler. Cette série est géniale, c'est de Ai Yazawa. Et là, c'est chez Delcourt. Alors là, ils ressortent les coffrets tome 1 à 10. Alors, ils coûtent quand même 85 € ce coffret. Alors, évidemment, ça fait du coup 8,50 € le manga. Alors, c'est vrai que les mangas, là, les prix oscillent entre les mangas tout simples, hein, pas trop, pas plus grand ni plus gros. Ça oscille entre 7,95 € et 8 € passés. Ça fait cher quand même, il faut quand même mettre les 85 €. Après, si on est fan de l'histoire, on va suivre deux jeunes femmes qui vont se rendre, alors je crois que c'est à Tokyo, enfin, dans une grande ville, donc je pense que c'est Tokyo. Elles s'appellent toutes les deux Nana, elles font connaissance dans le train, mais elles ont vraiment des parcours, des looks très différents. On a celle qu'on voit sur, normalement je vous aurais mis le coffret, elle veut devenir chanteuse, elle a un look un peu gothique, elle fait assez débrouillarde et tout, alors que l'autre fait un peu fleur bleue, même si dans le fond elle multiplie les aventures amoureuses, mais c'est toujours compliqué avec elle. Et il y a des tas de personnages qui vont se greffer autour d'elle. Voilà, on voit un peu ces jeunes filles, en fait, qui vont prendre leur indépendance et se lancer dans la vie active et faire des rencontres amicales, amoureuses. On va découvrir d'autres personnages qui vont, voilà, qui vont avoir un rôle important. On en voit certains qui ont quand même été pas mal malmenés par la vie aussi. Voilà, ça tourne vraiment autour des relations, alors pas que amoureuses, mais aussi amicales. Et puis voilà, ensuite, c'est vraiment des personnes jeunes, mais c'est intéressant parce qu'ils voilà, ils le débutent dans la vie. Et c'est vraiment prenant. J'ai beaucoup aimé cette série. Excusez-moi, il y a eu une petite coupure parce que mon mari était en train de m'appeler. Je me rends compte que la vidéo va quand même être très longue. Mais après, j'ai tendance à parler. Alors après, c'est vrai que plusieurs d'entre vous m'ont dit que ça ne les dérangeait pas les vidéos longues. Donc merci à vous d'être présents. C'est vrai que j'aime bien parler des livres voilà, que je présente. Et j'aime bien dire pourquoi ça m'intéresserait voilà, de découvrir ces romans. Mais il va falloir que j'apprenne à être plus concise là, parce que si on attrape des... Voilà, où il y a beaucoup de sorties, ça va finir par être des vidéos de 2 heures. Mais bon, à voir. Donc là, on arrive à la fin. Donc, on arrive déjà au 20 novembre avec le tome 2 de La recherche de l'esprit renard, Rogue, de Alix Nodo-Guilherme, toujours chez Gulfstream. J'ai le tome 1 qui est là. Bon, il est trop loin, je ne peux pas vous le prendre. J'avais beaucoup aimé. On est dans un esprit assez Ghibli quand même. Hein. C'est voilà, avec ces créatures de la forêt très étranges. Et puis en même temps, on suit Alors, c'est un petit garçon. Mais il y a, en fait, dans ces sociétés, il y a des rangs différents. C'est-à-dire qu'il y a alors je ne sais plus comment on les appelle, ça va être les chasseurs, je crois, qui protègent les autres humains des créatures de la forêt et des esprits de la forêt qui autrefois étaient proches des humains et qui, on ne sait pas pourquoi, se sont complètement détachés des humains et tentent de les attaquer, de s'emparer d'eux. Et voilà. Et notre jeune personnage, lui, alors les chasseurs naissent avec une particularité, je ne sais plus laquelle. Je ne sais plus. C'est une question de couleur d'yeux, en fait. Je crois que les chasseurs ont les yeux gris. Alors, arrivé à un certain âge, ou c'est à la naissance, je ne sais plus. Et voilà, donc ils sont destinés à devenir chasseurs. Les autres sont destinés à s'occuper des villages, l'entretien, la nourriture, l'agriculture, l'élevage pour nourrir les chasseurs. Mais en échange, ceux-ci les protègent. Sauf que notre personnage, alors il a plusieurs particularités et l'une d'entre elles, c'est qu'il a les yeux verrons, c'est-à-dire qu'il a un œil qui fait qu'il devrait être chasseur et l'autre qui fait que, bah non, il serait un simple voilà, villageois. Et lui voudrait être chasseur. En plus, ses parents, sa mère est une grande chasseresse. Je ne sais plus si on les appelle comme ça, mais voilà, c'est une grande chasseresse. Son père, apparemment, a retourné sa veste et tient avec ces créatures, enfin ces esprits maléfiques de la forêt. On va en apprendre plus au fur et à mesure, évidemment, de l'histoire. Pourquoi son père est comme ça, sa mère est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, et on va en savoir davantage aussi sur ces esprits de la forêt et pourquoi aussi ils se sont retournés contre les humains. J'ai beaucoup aimé, c'est classé en young adulte. Il y a quand même des scènes parfois, un peu comme dans certains films je ne vais pas retrouver le nom, celui qui a fait voilà, Princesse Mononoke, tout ça, Miyazaki, voilà. Voilà, il y a quand même, voilà, c'est pas complètement manichéen, quoi. Les hommes sont pas toujours non plus ni tout blanc ni tout noir. Voilà, tout est nuance de gris et les forces de la nature.
oui, peuvent être malfaisantes, mais elles ne le sont pas non plus pour rien. C'était vraiment prenant, j'ai beaucoup aimé, donc je pense que clairement j'achèterai le tome 2. Et on va terminer cette vidéo avec, c'est pareil, voilà, un livre qui va se caser dans une série. Alors par contre, ce qui m'étonne, c'est que c'est un 3.5, donc pour l'instant il y a trois volumes qui sont sortis dans cette série, c'est un 3.5, donc est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un tome 4? Je sais pas, j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai pas encore lu les tomes 2 et 3. C'est Belladonna, alors c'est le tome 3.5 au lit d'Adaline Grèce, toujours chez, chez Lumen. Ah non, chez De Saxus. De Saxus, et ça sortira le 27 novembre. Alors j'avoue, j'ai un peu oublié le nom des personnages. Alors je suppose que Oli est certainement un des personnages qu'on voit dans les premiers tomes de Belladonna. Je l'avoue, je ne m'en souviens plus. J'ose pas trop lire non plus le résumé parce que je veux pas me spoiler quoi que ce soit, vu que j'avais adoré le tome 1 et que j'ai pas encore lu les tomes 2 et 3 qui sont dans ma palle pourtant. Mais voilà, donc, mais ce qui m'inquiète, c'est que c'est marqué 3.5. Alors, ce qui compte faire un tome 4, je me demande d'ailleurs, je crois que, oui, d'ailleurs, Dévoreuse de livres, je crois, on en a parlé, mais par exemple, le tome 3, on va s'arrêter sur d'autres personnages, si j'ai bien compris. Je me souviens plus, j'ai un doute, mais il me semble, c'est vrai que quand c'est des suites comme ça et que je suis pas à jour dans les tomes, j'ose pas trop lire les quatrièmes de couverture. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé le tome 1 où on suit cette orpheline qui, en fait, quand elle est bébé, ses parents meurent, ils organisent un grand bal et tous les invités, ses parents meurent. Et après, elle est transbahutée un peu de famille en famille, enfin des gens qui font partie de sa famille, qui sont intéressés par sa richesse et par son côté un peu étrange, puisqu'elle est la seule à chaque fois s'en sortir, à ne pas mourir. C'est-à-dire qu'elle est mise dans une famille, les personnes meurent, elle met dans une autre famille, la personne meurt. Et là, c'est sa dernière chance. Elle va chez une tante ou un oncle très lointain, mais voilà, c'est la dernière famille qui lui reste. Malheureusement, quand elle arrive dans cette famille, sa tante est décédée d'une maladie qui a duré longtemps. Son oncle, pour essayer d'oublier la mort de son épouse qu'il aimait, fait plein de fêtes. Et ses enfants ont du mal à le comprendre. Il a un fils et une fille. Voilà, ils ne sont pas trop pour ces fêtes. Et d'autant plus que la jeune fille, enfin donc la cousine de l'héroïne, souffre de la même maladie que sa mère, ce qui est étrange. Donc évidemment, ça a tourné autour de cette maladie. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est de l'empoisonnement? Qui plus est, l'héroïne, elle est suivie par la mort, en fait, hein, puisqu'il semble la protéger. Elle fait aussi la connaissance du palefrenier voilà, de son oncle, qui est un personnage qui, pour un palefrenier, n'a pas vraiment l'attitude d'un palefrenier. Voilà. J'avais beaucoup aimé, moi, le tome 1. Il y a un côté gothique, mais il y a un peu d'humour aussi dedans. C'est du gothique, voilà, assez contemporain aussi, et j'ai beaucoup aimé. Puis voilà, effectivement, cette demeure où il se passe des choses étranges, vraiment, moi, ça me plaît. Ces empoisonnements et tout, ces maladies assez étranges, où on se demande si c'est pas causé par un empoisonnement ou par voilà, une tierce personne. Voilà, donc ce sera le dernier livre dont je vous parlerai pour ce mois de novembre. Je pense que j'ai quand même fait encore une vidéo d'1 heure. Je ne peux pas m'en empêcher, mais voilà. Donc n'hésitez pas, pareil, à mettre en commentaire si vous, il y a d'autres livres qui vous intéressent que je n'ai pas forcément repris ici. N'hésitez pas à aller voir les vidéos voilà, d'autres booktubeurs qui vont être plus spécialisés dans tel ou tel genre, qui vont vous présenter des livres que moi, je n'ai pas forcément vu passer. Voilà. N'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, il y a eu quelques abonnements supplémentaires ces derniers temps. J'avoue que ça m'a fait très plaisir parce que c'est vrai que la chaîne a tendance à stagner. Donc voilà, ça fait vraiment très plaisir. Et voilà, donc n'hésitez pas voilà, à mettre un commentaire. Si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, n'hésitez pas à mettre une pile à lire puisqu'on parle de sortie. Donc il y a beaucoup de livres quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ce petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner voilà, pour donner un peu plus de visibilité à la chaîne, pour encourager, ça fait toujours du bien. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!